Alors bonjour, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je vais Cette te histoire raconter. Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans, et en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 25e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Aline. Aline s'est toujours dirigée dans les voies scolaires dans lesquelles elle était douée, sans savoir vraiment ce qu'elle aimerait faire. Elle étudie alors l'ingénierie textile, ayant des facilités en maths et en chimie, et ayant une appétence pour la couture. En première année, elle part en séminaire dans une autre école, où elle découvre un documentaire sur les dessous de l'industrie textile. Elle se retrouve confrontée à une révoltante vérité. Ses études lui ont appris à détruire la planète et l'humain. Partons ensemble à la découverte de l'histoire d'Aline. Retour à l'instant T. Bonjour Aline, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Lucie. Alors tu vas nous raconter ton parcours, une prise de conscience qui a bouleversé énormément de choses chez toi dans ta vie. Est-ce que pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui tu es, qu'on comprenne un petit peu qui était la jeune Aline il y a quelques années avant cet instant T? Oui, bien sûr. Alors, avant l'instant T, donc le contexte, moi j'ai grandi dans une famille de 3 enfants où je suis la plus petite, la plus jeune. J'ai 2 grands frères et 2 parents aimants. J'ai commencé mes études à Tours. J'étais au lycée Descartes et j'avais des bonnes notes là-bas. J'aimais bien les maths et la physique. Et donc j'ai fait, sans réfléchir, sans faire de choix, j'ai fait la voie des bons élèves qui est la prépa. Donc sans me poser de questions, je suis allée en classe préparatoire. Et là-bas, donc j'ai fait encore beaucoup de physique, beaucoup de chimie, et encore syndrome des bons élèves, je fais pas de choix, je vais dans une école d'ingénieur. J'ai quand même fait un choix qui est d'aller dans une école d'ingénieur assez spécialisée, donc je suis ingénieur textile, donc moi j'ai étudié la science des tissus, des étoffes, des fibres, pourquoi est-ce qu'on va choisir tel ou tel matériau pour tel ou tel usage, comment est-ce qu'on le rend plus résistant à l'eau, déperlant, que sais-je, voilà. Et donc j'ai étudié ça. Le contexte est à peu près celui-là. Et après, des instants T, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu un grand que je vais pouvoir raconter là, mais il y a eu peut-être une première étape en première année d'école d'ingénieur. Je me souviens que dans cette école, moi, j'étais pas spécialement intéressée par l'industrie de la mode ou par l'industrie de l'habillement, mais j'ai fait cette école parce que je faisais de la couture pour me faire des costumes de scène, ce qui n'a rien à voir. Mais bon, je suis arrivée dans cette école-là et il s'avère que beaucoup de monde travaille à la suite de cette école dans l'industrie du vêtement. Et j'avais pas vraiment conscience des impacts, ni sur l'homme, ni sur la planète, ni sur les écosystèmes de cette industrie-là. Et j'ai regardé un documentaire en première année d'école d'ingénieur, à l'extérieur de l'école. D'ailleurs, c'était un séminaire dans une autre école. On nous a montré un documentaire qui s'appelle The True Cost de Andrew Morgan, que je recommande à n'importe qui, parce que ça a été la première fois que j'ai réalisé que je maîtrisais pas du tout un sujet alors que je pensais le maîtriser. Et ça, c'est quelque chose qui a été plutôt un déclic pour moi, parce que par défaut, je pensais connaître les impacts de l'industrie de la mode, alors en fait, je n'en connaissais quasiment rien. C'est un documentaire qui est assez violent, où on peut voir l'impact sur les hommes et les femmes qui travaillent dans l'industrie du vêtement. On nous met à la suite des images les unes à la suite des autres entre l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh qui a tué plus de 1000 personnes en l'espace de quelques minutes et à côté un défilé de mode complètement excentrique et on se dit ok, tout ça pour ça. Moi en tout cas c'est vraiment ce que je ressentais en regardant le documentaire. Et donc en regardant ça, moi je me suis pris une claque qui était double parce que je l'ai regardé avec une partie de ma promo d'école d'ingénieur, et moi j'étais scotchée à mon siège à regarder ce documentaire et à me dire mais les gens qui peuvent changer ça, il faut absolument changer ça, et les gens qui peuvent changer ça, c'est nous, c'est les ingénieurs textiles, c'est nous qui allons produire différemment, qui allons relocaliser, qui allons choisir des matières plus vertueuses, etc.
Et en même temps, j'ai regardé les gens autour de moi et j'ai eu l'impression que ça les intéressait peut-être un petit peu moins que moi. Ou même beaucoup moins que moi. En tout cas, ils avaient l'air moins impactés que moi. Et ça a été tout de suite une deuxième prise de conscience qui est, moi, je suis très sensible à ce sujet-là et j'ai vraiment envie de changer les choses, mais je me suis très vite sentie très seule. Parce que, eux, ils étaient sur leur téléphone à regarder autre chose, ils étaient levés à aller prendre un verre de jus d'orange, à se dire, oh là là, c'est quand même vachement long ce documentaire. Et moi, ça m'a vraiment bouleversée, ce truc-là. Et je sais pas trop pourquoi, mais après ce documentaire, j'ai un peu oublié le sujet. Sur le moment, ça a été un grand choc et je me suis dit, il faut absolument que je sauve le monde. Et finalement, après, j'ai complètement oublié ce sujet. J'ai continué ma vie, un peu comme si de rien n'était, pendant 2 ans en école d'ingénieur, à me dire que j'allais peut-être éviter de tuer trop de monde dans les usines qui s'effondrent, mais bon, sans me dire que j'allais révolutionner l'industrie de l'habillement. Et c'est en 3e année que je ne sais pas pourquoi, je travaillais chez Decathlon, qui est une boîte qui m'apparaissait assez engagée, qui prenait des engagements sur la rémunération des travailleurs, même si c'était en Asie, etc., ou en Europe de l'Est, qui s'engageait sur l'environnement aussi. Je me disais, c'est une boîte qui est sympa, il y a une bonne ambiance, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je faisais un stage là-bas, et j'ai ressenti le besoin de retrouver ce documentaire. Alors j'ai cherché, etc., je l'ai retrouvé, donc vous pourrez le retrouver, tu peux le retrouver aussi, si tu veux, Lucie. Il est vraiment chouette. Faut s'accrocher quand même et sortir les mouchoirs. Mais je l'ai revu. Et là, ça a été un nouveau choc. Et un choc de, mais comment j'ai pu oublier ce truc-là ? C'est pas possible. J'ai quand même vu ce truc. J'étais au courant. Et j'ai complètement oublié pendant 2 ans ce sujet-là en étant complètement dans le déni, en fait. Je me suis dit, mais je suis l'autruche. Enfin, j'ai mis la tête sous le sable et j'ai complètement oublié que j'étais en train de participer à ça. Et donc, j'étais chez Decathlon, je me baladais dans les rayons et je voyais des sacs à 2 €. Je me disais quand même, c'est produit au Bangladesh. Ça a beau être une boîte peut-être plus engagée que certaines boîtes et qui essaie vraiment de faire changer des choses. Moi, je pouvais pas y rester. J'étais pas du tout alignée avec le fait qu'on allait faire travailler la moitié pauvre de l'humanité pour habiller la moitié riche. Ça me semblait, je me sentais plus alignée avec cette gabegie de surconsommation. Et donc, j'ai décidé de retourner chez mes parents pour chercher le sens de la vie. C'est à peu près, ça paraît niais comme ça, mais en fait c'était un petit peu ça. Je voulais chercher quelque chose qui avait du sens dans ma vie, un métier qui est une fin, vraiment une utilité dans le monde, dans lequel je pourrais vraiment me regarder dans le miroir. Et tant qu'à faire, j'étais ingénieur textile, donc il fallait bien que je trouve quelque chose, peut-être dans le secteur de l'habillement, mais qui serve à quelque chose. Je suis retournée chez mes parents, c'était en septembre 2019, fin de mes études. J'ai pris une pause, parce que j'avais jamais pris de pause avant. Je m'étais jamais vraiment arrêtée, j'avais toujours fait des longs stages pour apprendre plein de choses, etc. Et là, j'ai pris une pause et je me suis dit, en attendant de trouver le sens de la vie, je vais vraiment m'arrêter et lire des choses. Je vais lire, j'avais pas pris le temps de lire depuis longtemps. J'ai lu des choses qui avaient rien à voir avec le sens de la vie, j'ai lu des Agatha Christie à n'en plus finir, c'était très chouette. Et entre 2 livres, et là on approche de l'instant T, ma maman est venue me voir et m'a conseillé un livre qui ne m'intéressait pas du tout initialement, qui s'appelle « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » d'Aurélien Barraud. Donc Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien très engagé sur les enjeux écologiques et de justice sociale, et il a écrit un bouquin très court qui s'appelle « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ». Il doit faire 150 pages, enfin vraiment il est très très court. Et je l'ai lu très vite parce qu'il est très court, et heureusement qu'il était court parce que j'avais pas du tout envie de lire un livre sur l'écologie, c'est un sujet qui ne m'intéressait absolument pas. Moi j'étais focus sur les enjeux humains, les enjeux sociaux de cette industrie terrible qui est l'industrie du vêtement. L'écologie passait un petit peu après ça. C'est assez rigolo d'ailleurs que l'écologie ne m'ait pas intéressée jusqu'alors, parce qu'en fait mes frères, mes grands frères et mes parents m'avaient tendu des perches les années précédentes en me disant, tu devrais t'intéresser quand même à l'écologie, c'est important, tiens, tu devrais regarder cette conférence, tiens, tu devrais regarder ceci ou cela. Et moi j'étais tellement débordée dans ma vie de plein de choses que une conférence de 2 heures pour sauver les animaux ou sauver les arbres, ça ne m'intéressait mais pas du tout. Et j'étais vraiment obnubilée par non, là mon sujet c'est vraiment il y a des hommes et des femmes qui sont en train de mourir au Bangladesh pour me faire des t-shirts, ça c'est révoltant et c'est plus grave que sauver la planète. Sauver la planète, ça ne me parlait pas. Et en fait, c'est que je connaissais rien, bien entendu, mais je pensais savoir, encore une fois. Et quand j'ai lu ce livre, ça a été peut-être le début de cet instant où j'ai découvert l'étendue de mon ignorance, qui est phénoménale.
mon ignorance. Et encore aujourd'hui, j'ai beau essayer d'apprendre, et tout ce que j'apprends, c'est que c'est un sujet complexe et que je connaîtrai jamais tout. Mais à l'époque, je pensais vraiment connaître le sujet du changement climatique. J'aurais jamais douté de mes connaissances sur ce sujet-là. Je savais qu'il y avait du CO2 et que ça chauffait. Bon, c'est tout. Mais bon, c'est ça le changement climatique, non ? Voilà. En gros, je savais ça et je pensais que c'était suffisant. Et là, j'ai découvert toute la complexité de cet enjeu-là qui lie à la fois les problèmes sociaux, les problèmes de biodiversité, les problèmes de ressources, les problèmes de cycle du carbone, etc. Et j'ai découvert ça en 150 pages de manière très condensée et très violente parce que c'est un livre qui est assez violent dans les mots qui peuvent être employés. Et je me souviens que je suis descendue dans la cuisine. Mes parents étaient là, je vivais chez eux. Et je leur ai vraiment demandé, mais c'est vrai ça ? Parce que pour le coup, j'étais pas au courant. Voilà, j'ai découvert ce sujet-là. Et là, mes parents, c'est ça l'instant T peut-être, hein, parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Mes parents m'ont fait un genre de coming out écolo. Voilà, je ne savais pas qu'ils étaient écolos, mais ils me l'ont avoué difficilement. C'est rigolo parce qu'ils m'avaient complètement protégée de ces sujets-là pendant 2 ans. Eux avaient eu une prise de conscience auparavant sur ces sujets-là avec mes grands frères et eux s'étaient renseignés, avaient lu des livres, avaient regardé des conférences, étaient même allés voir Pablo Servigne en conférence, ils avaient des bouquins dédicacés, des collapsologues, etc. Et moi j'étais complètement en dehors de ça et ils m'en avaient pas parlé plus que ça pour me protéger parce qu'ils voyaient que moi j'étais bien dans ce que je faisais. J'avais l'air bien dans ce que je faisais, j'avais trouvé ma voie, j'étais ingénieure, j'étais chez Decathlon, c'était chouette. Et donc, ils m'ont avoué cette fois-ci que non, en fait, ça fait 2 ans qu'ils sont très inquiets de ces sujets-là, qu'ils en parlent tout le temps, et que j'étais complètement en dehors de ça. Il y avait des conversations WhatsApp sans moi. Mes frères, mes parents, ils s'envoyaient des conférences, et moi, j'étais pas dedans parce que ça m'intéressait pas. Et donc, ils m'ont envoyé ils m'ont tendu des perches, mais je les ai pas saisies. Et donc, là où beaucoup d'aujourd'hui de militants écologistes se disent « c'est quand même compliqué de parler d'écologie à ses parents, à sa famille, etc. » Eux, pendant 2 ans, se sont dit « c'est quand même vachement compliqué de parler d'écologie à Aline. » Et donc, ils ont essayé, mais moi, je m'en fichais complètement, quoi. C'était pas mon sujet. Et ça, j'ai jamais répondu et j'ai jamais saisi les perches qui m'ont tendu. Donc, ce moment-là, je m'en souviens très bien. C'était vraiment dans la cuisine. Mes 2 parents, avec moi, qui m'expliquent combien ils sont inquiets sur ce sujet de l'écologie. Qui m'expliquent que si je souhaite, je peux rester chez eux, je peux étudier ce sujet-là et je peux essayer d'avoir de l'impact parce que eux, ils se sont dit qu'ils étaient trop vieux pour se reconvertir, trop vieux pour changer le monde, ils savent pas quoi faire, ils sont conscients, ils ont peur et ils veulent que moi, ce qu'ils pouvaient faire, c'était me permettre à moi d'avoir de l'impact. Et donc, je suis restée chez eux pour étudier. Et ce qui était magique, c'est qu'ils avaient déjà tout ce qu'il fallait pour étudier. Ils avaient déjà tous les bouquins, ils avaient déjà toutes les sources, toutes les conférences, ils avaient déjà tout. Donc, à partir de là, je me suis retrouvée dans une phase de boulimie informationnelle où j'ai lu, j'ai regardé des podcasts, on regarde pas les podcasts, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des conférences, j'ai énormément engrangé d'informations sur le changement climatique et plus j'en apprenais, pire c'était. Parce que c'est vraiment un sujet où c'est fou, mais on retombe très souvent dans le déni. On tombe dans le déni et on se dit, maintenant que je sais ça, c'est bon, maintenant je maîtrise le sujet. Voilà. Et du coup, il y a pas pire. Et en fait, finalement, on creuse encore. Et on se rend compte que nouvelle vague d'informations et de comment j'ai pu ignorer ça. Et c'est une question que je me suis souvent posée pendant 6 à 8 mois. J'avais souvent des nouvelles prises de conscience comme ça, des petits instants T. et je me posais souvent la question, mais comment j'ai pu croire que je maîtrisais le sujet ? C'est quand même dingue d'avoir cette naïveté, de se dire « Maintenant, je sais. Oh là là, maintenant, le pire est passé. Maintenant, je suis au courant. » Et tu te souviens de choses qui t'ont choqué, que tu as apprises ? Bon, j'imagine qu'il y en a un tas, mais... parce que du coup, ça peut paraître aussi flou. Par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, pareil, le réchauffement climatique, la planète. Tu vois, ça te paraît tellement un sujet abstrait et complexe que tu te fais un petit peu... une idée très vague. Est-ce que, je sais pas, t'as des choses où tu te dis « Non, mais ça, c'est incroyable. Enfin, j'aurais jamais imaginé... » sans nous déballer et nous faire pleurer et voilà et faire flipper toutes les personnes qui nous écoutent. Conférence de 3 heures. Voilà, mais juste pour nous dire des trucs qui, toi en tout cas, t'ont vachement touché et ont vraiment fait partie de ta prise de conscience. Il y a un chiffre qui m'a fait basculer. Vraiment, le mot bascule me parle parce qu'il y a un avant et un après. C'est le chiffre où j'ai compris que j'avais pas compris. Vraiment. Est-ce que t'as déjà vu le film L'âge de glace ? Ouais. Film d'animation, les mammouths, Mani, Scrat, la noisette, tout ça, c'est rigolo. Et à l'époque de la dernière ère glaciaire, c'était il y a 20 000 ans à peu près.
eh bien la Terre, elle était recouverte en partie de glace. Et c'est là qu'il y a eu le film L'âge de glace à 20 ans. C'est déjà très choquant, d'ailleurs, qu'il ait 20 ans, parce que moi, ça m'a fait un coup de vieux quand je l'ai remarqué. Mais bon, là, il s'avère que l'âge de glace... 20 ans, c'est vrai? Ah ouais, c'est chaud, hein. Mais bon, l'âge de glace, c'était il y a 20 000 ans, donc il y a une ère glaciaire. Faut savoir qu'à l'époque, il y a énormément de glace sur Terre, du coup, il y a moins d'eau dans l'océan, hein, parce que l'eau, elle vient bien de l'océan, s'il y a des glaciers. Imagine qu'il y a des calottes glaciaires sur une bonne partie de l'hémisphère nord, et donc l'océan est 120 mètres plus bas. Ça, déjà, tu dis, ah oui, c'est quand même, la ligne de côte est bien différente. De Paris, je vais à Londres à pied. Que c'est bien, pas d'Eurostar. Ça coûtait cher l'Eurostar. Mais en même temps, je crève la dalle parce qu'il n'y a pas d'agriculture, parce qu'il fait beaucoup trop froid et trop sec pour avoir de l'agriculture. Donc c'est pas un monde très enviable. Je vais de Paris à Londres à pied et de Londres en Islande à pied aussi parce que tout est gelé de toute façon. Et d'Islande, je vais au Canada à pied aussi parce qu'il y a une énorme calotte glaciaire qui recouvre une mer de glace, voilà, qui recouvre une partie de l'hémisphère nord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le climat de la France, c'est à peu près le climat de la Sibérie actuelle. Il fait très sec, il fait très froid. Dans la grotte Cosquer, dans les Calanques à Marseille, tu sais ce qu'ils ont dessiné, les hommes et les femmes de l'époque ? C'est un oiseau, un genre d'oiseau, quand il fait très froid. Un pingouin ? Un pingouin. Il y avait des pingouins à Marseille ? Il y avait des pingouins à Marseille. Donc, il y a Okay. Alors, regardez grotte Cosquer, tu pourras mettre le lien d'ailleurs. Ouais. C'est très rigolo parce qu'on voit des dessins de pingouins sur les murs. C'est pas une blague. Donc, c'est rigolo parce qu'il n'y avait pas la 4G à l'époque. Et donc, s'il y avait des pingouins, s'ils ont dessiné des pingouins, c'est qu'ils ont vu là. des pingouins. Voilà. Donc ça, c'est le climat d'une ère glaciaire. Entre-temps, entre le climat de cette ère glaciaire et le climat d'aujourd'hui, ça s'est réchauffé. De manière naturelle, il y a des paramètres naturels, l'axe de rotation de la Terre, l'orbite de la Terre, etc. Il y a des choses qui changent très très lentement, qui font qu'on peut avoir des aires glaciaires ou des aires interglaciaires. Et donc, il y a eu une déglaciation pendant 10 000 ans. Donc ça s'est réchauffé. À ton avis, et maintenant je te pose la question, et du coup, essaie de répondre spontanément, à ton avis, de combien est-ce que ça s'est réchauffé entre une ère glaciaire et aujourd'hui ? Le souci, c'est que je triche, je sais déjà la réponse. Ouais. J'ai déjà écouté un podcast, tu vois, qui parlait de ça, et puis je me suis fait former notamment par ta cousine. Mais du coup, je sais que c'est 5 degrés, Ouais. et c'est vrai que ça paraît hallucinant, parce que je pense que spontanément, je t'aurais dit au moins une centaine de degrés, et en 20 000 ans, qu'il y a eu simplement 5 degrés, qui ait fait fondre l'ère glaciaire, ça paraît assez incroyable, enfin Ça fait fondre impossible. la glace. Voilà. La glace, ça fait pas fondre une ère glaciaire, parce que Ok. c'est une durée. Oui, ok, très bien. Mais effectivement, c'est seulement 4 à 5 degrés. Et moi, vraiment, si on m'avait posé la question, j'aurais dit 25. J'aurais dit 25, 30 ou 40 degrés. En 10 000 ans, oui, pour passer du climat de la Sibérie où il doit faire, je sais pas, moins 5, j'en sais rien. Et là, aujourd'hui, il fait 15 degrés en moyenne. Et ben moi, je me serais dit qu'il y avait 20 degrés de différence. Et donc, voilà, ça fait 20-25 degrés de différence. Souvent, quand je pose la question, des personnes me répondent 50, 60, 70 degrés de différence. C'est tellement hallucinant, c'est tellement énorme comme changement qu'on se dit que c'est forcément un grand chiffre. Mais en tout cas, ce qui m'a choqué quand j'ai découvert ce chiffre-là en particulier, c'est que j'ai découvert que je savais pas ce que c'était 1 degré. 2 degrés non plus, 3 degrés non plus. En fait, je pensais vraiment que le climat, c'était comme la météo. Et effectivement, quand on entend parler de l'accord de Paris sans cesse, eh bien, on entend parler de l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2100. Et franchement, 2 degrés en 2100, mais moi, je m'en foutais, mais complètement. Mais 2 degrés en 2100, mais qui va se soucier de ça ? Enfin, 2 degrés, il va faire 32 au lieu de 30. Bon, ça va. Et 2100, c'est dans super longtemps, donc mes petits-enfants trouveront une solution. Voilà. Moi, vraiment, c'est ce que j'avais en tête. Je n'avais absolument pas peur de 2 degrés en 2100. Je disais même, franchement, allons-y, il fait même froid un peu à Lille. Moi, j'étais étudiante à Lille. Vivement les 2 degrés, quoi. Enfin, voilà. Et ben non, 2 degrés, c'est la moitié de ce qui nous sépare d'une ère glaciaire. 2 degrés, c'est énorme. Et une ère glaciaire, c'est une transformation qui se passe en des dizaines de milliers d'années, enfin en 10 000 ans. Et là, on est en train de le faire en 200 ans. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement élevé comme différence de température finalement, et extrêmement rapide. Donc on est en train de faire connaître au système Terre quelque chose qui est complètement inédit par la vitesse du changement. Dis-toi que si tu as une voiture, si jamais tu passes de 100 km/h à 0 km/h, mais que tu as le temps de ralentir, tu le sens pas trop. Si tu le fais 50 fois plus rapidement, et si tu rentres dans un mur, c'est vachement plus violent, et là, t'es pas dans le même état. Voilà. Et pourtant, le résultat, la variable, c'était la même. Je suis passée de 100 km/h à 0 km/h, juste la vitesse à laquelle je suis passée de l'un à l'autre a été complètement différente. C'est ça qu'on fait avec le climat.
c'est qu'il y a des changements climatiques naturels, et nous, on a complètement accéléré ça, et on connaît un changement climatique anthropique qui n'a rien à voir avec ce que la Terre a connu avant. Voilà, le chiffre qui m'a fait vraiment basculer, c'était ça. Et notamment, je remarque dans mon travail aujourd'hui, et je vais passer sur ce que je fais aujourd'hui depuis, que c'est peut-être la variable qui est la moins connue par le grand public, en fait, ce que ça veut dire 1 degré. Parce qu'on confond, c'est la même unité. 1 degré Celsius, ça va être la même unité pour la météo, dont on parle tous les jours, et pour un changement climatique. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que du coup, on pense que c'est la même chose, alors que pas du tout. En 2 secondes, pourquoi c'est différent ? Un changement climatique, c'est une moyenne. C'est une moyenne de valeur de température sur un très long temps et sur toute l'année. Or, quand tu regardes la Terre, il y a toujours un endroit qui est chaud et un endroit qui est froid. La température moyenne, en fait, elle varie pas tant que ça. Il y a toujours un endroit où il fait jour, un endroit où il fait nuit, un endroit où c'est l'été, un endroit où c'est l'hiver. Et donc, la température moyenne, elle varie pas énormément sur une année. Et elle varie encore moins sur des dizaines ou des centaines d'années. Donc, une moyenne, ça varie peu. La météo, ça fluctue constamment. Et donc, nous, on se dit, bon, entre l'été et l'hiver, il y a 40 degrés de différence. Comment est-ce que 2 degrés, ça pourrait me faire du mal ? On parle pas de la même chose. Ce moment où tu apprends ça, donc là, tu es en train de lire, tu es chez tes parents, en pleine boulimie informationnelle. Qu'est-ce que tu fais ? Ça a été une phase assez instable, en fait, dans ma vie, parce que je travaillais tout le temps. Je ne parlais que de ça. Je pense que j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui de l'éco-anxiété ou de la solastalgie. Qu'est-ce que c'est la solastalgie ? Solastalgie, oh alors là, mince, alors la différence avec l'éco-anxiété, alors il y a l'un des deux, il me semble que la solastalgie, c'est un genre de sentiment lié à quelque chose de passé, par exemple un agriculteur qui se rend compte que il pouvait planter à tel endroit et maintenant à cause de la sécheresse ça a changé et c'est plus le cas, voilà. Alors que l'éco-anxiété, ce qui est un terme un petit peu critiqué par certains psychologues, qui serait plutôt quelque chose, une angoisse mais qu'on projette vers le futur. C'est une nuance comme ça, mais il y a des psychologues qui commencent à se pencher sur la question. Il y a des conférences super intéressantes sur ces sujets-là de solastalgie et d'éco-anxiété. Charlie Schmerber, par exemple, fait des conférences super. Et je recommande. Tu m'enverras tous les liens et je partagerai plein de ressources. Et donc moi, j'étais peut-être dans une phase éco-anxieuse où je compensais en fait ma peur par de l'apprentissage. Tout ce que je voulais, c'était en savoir plus. Et finalement, c'est une période où je retiens pas grand-chose parce que j'ai tellement sursollicité mon cerveau. Je travaillais peut-être, 16 ou 17 heures par jour. La nuit, quand je dormais pas, j'écoutais des conférences. Quand je cuisinais quelque chose, je mettais une conférence ou un podcast. Quand je savais pas quoi faire, je savais toujours quoi faire. J'étudiais tout le temps. J'ai piqué des cours en école d'ingénieur à des amis. J'ai regardé des cours sur Internet. Et quelque chose qui est fantastique, c'est que les personnes qui sont conscientes de ces enjeux-là, d'environnement, ils veulent vraiment que ça se sache. Donc il y a énormément de contenu en open source sur Internet et quiconque veut se former peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un master en écologie pour comprendre ces enjeux-là. Il y a énormément de vulgarisation, il y a plein de chaînes YouTube et je pourrais t'en mettre plein d'ailleurs. Je te donnerai une petite liste pour ceux qui veulent se renseigner sur ce sujet-là. Il n'y a pas besoin d'être un expert en fait pour vraiment comprendre ces enjeux-là. Il y a beaucoup de vulgarisation et le contenu existe sur Internet et il faut vraiment le partager. Un moyen de le partager, c'est quelque chose que j'ai découvert pendant ma recherche d'information, pendant ma phase de boulimie, vraiment. J'ai entendu parler d'une association qui s'appelle la Fresque du Climat, qui fait justement de la vulgarisation sur ces enjeux de changement climatique. Voilà. Donc comment ça se passe ? C'est un jeu de 42 cartes, comme un jeu, un serious game en fait, comme un jeu de cartes, et ça représente des graphes et des éléments clés du système climatique. Et ça se joue, c'est un jeu qui se joue en groupe de 6 à 8 personnes avec un animateur qui va être là pour aider, faciliter les échanges. Et grâce à l'intelligence collective, les participants vont essayer de replacer ces cartes dans un ordre de cause à effet. Donc par exemple, on va avoir au début un premier paquet de cartes et ça va être complété par la suite qui parle des activités humaines, qui émettent du CO2, etc., etc. Ça réchauffe le climat, etc. Et après, on va compléter. Quelles sont les activités humaines ? Hop, entre les cartes, on rajoute des détails. Il y a l'industrie, il y a l'agriculture. Ah, attention, ça fait pas que du CO2, ça fait aussi d'autres gaz à effet de serre que sont celui-là. Et on rajoute des cartes et on crée des liens nous-mêmes, en fait, en discutant avec le groupe sur, en fait, comment ça fonctionne le climat. Et souvent, c'est pas si facile que ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de liens, ça reboucle, il y a des boucles de rétroaction, des genres de cercles vicieux dans le climat qui, si ça se déclenche, bim, ça refait plus de gaz à effet de serre et du coup ça amplifie le phénomène, etc. Et ça, c'est un atelier où finalement,
au fur et à mesure, on comprend sans avoir besoin de lire 10 000 pages de littérature scientifique en lisant les rapports du GIEC, parce que ça c'est quand même pas très sympa à lire, on comprend de manière assez ludique comment fonctionne le climat et pourquoi il va falloir qu'on agisse sur l'industrie, sur l'agriculture, sur le chauffage et la clim et sur le transport. Voilà. On comprend qu'en fait, c'est lié à ça, qu'il y a des conséquences derrière qui sont dramatiques, qu'on place aussi. Et ensuite, il y a toute une phase de 1h30 à peu près, où on discute de qu'est-ce qu'on fait. Maintenant qu'on a compris l'aspect systémique et très complexe du climat, on sait qu'il faut agir au début de cette fresque du climat avant qu'il y ait toutes ces conséquences en chaîne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on en discute, on en débat, on essaie de donner des ordres de grandeur pour que les participants sortent de l'atelier en sachant quoi faire. Au moins quelques actions impactantes qui ne vont pas être forcément couper la Wi-Fi ou couper l'eau quand on brosse les dents, quoi. Il y a des choses plus impactantes que ça. Et ça, c'est des ateliers qu'on peut retrouver partout ? Oui. Du coup, c'est la session pub pour la fresque du climat. Allez, tant qu'à faire. Je vais t'expliquer un petit peu. Donc là, on est toujours dans la phase où tu viens de découvrir ce que c'est, mais c'est quelque chose qui est, du coup, tu disais en open source. Et en plus, on peut soi-même se former partout. C'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, en fait, moi, je savais pas du tout ce que j'allais faire comme métier. En fait, tout ce que je découvrais, c'était que j'avais été formée pour détruire la planète, en fait, vraiment. Tout comme on entend pas mal parler ces derniers temps d'élèves dans les grandes écoles qui appellent à déserter. Il y a eu des discours, là, ces dernières semaines. On est en août 2022, des fois que certains regardent le podcast plus tard, voilà. Il y a eu plusieurs discours à HEC, à l'IX, à AgroParisTech, d'étudiants qui disent en fait on a été mal formés, on a été formés dans nos études à détruire le vivant, voilà, et ne continuons pas comme ça. Moi j'ai eu l'impression d'avoir un petit peu la même chose dans mon école d'ingénieur. On est un petit peu en retard sur les sujets de climat et j'ai été formée à travailler avec l'Asie, à travailler de manière très délocalisée, produire des vêtements toujours plus, etc. Je sais plus où j'en étais, j'étais formée comme ça. Qu'est-ce que je disais ? Tu disais justement que y avait des appels d'étudiants pour déserter ces écoles parce que la formation n'était pas en fait représentative de ce qui se passait actuellement et qu'on nous apprenait à consommer et à tuer la planète plutôt qu'à se rendre compte des enjeux et qu'aujourd'hui, il faut que ce soit partie intégrante de notre... plutôt qu'à réinventer en fait une industrie différente, des transports différents, etc. Et moi, j'apprenais tout ça, finalement, après mes études. J'ai appris toute seule ces sujets-là. Et je savais pas encore ce que j'allais faire comme métier là-dedans. Je savais que ça allait être orienté là-dedans, vers quelque chose lié au climat, c'était certain. Parce que moi, qui étais très sensible à la cause humaine de l'industrie, à tout ce qui était enjeux sociaux, oppression de l'homme par l'homme, etc., en fait, je me suis rendu compte que la plus grande crise sociale au monde, c'était la crise environnementale. Ça lie absolument tout. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était pas moi qui n'étais pas du tout sensible à la biodiversité ou à des enjeux de biodiversité marine, que sais-je. C'est pas des choses qui me touchaient particulièrement. J'étais touchée par l'impact sur les êtres humains. Et en fait, il y a un lien direct avec le changement climatique. C'est ça qui a été ma motivation et ma porte d'entrée dans ces sujets-là. Et donc, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire comme métier. Et quand j'ai découvert la fresque du climat, je me suis dit, tiens, je vais creuser ça. Je vais voir. Au moins, peut-être que en m'impliquant dans l'associatif, je vais rencontrer d'autres personnes. Peut-être, je vais découvrir ce qu'ils font, comment eux, ils vivent avec ce constat, parce que je me sentais quand même très seule. On était dans un confinement Covid, c'était le début du Covid. Alors, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 2 ans ? On était en 2020, oui. Ouais. 2020, donc j'ai vraiment eu un confinement de privilégié. J'étais à la campagne chez mes parents, ça se passait très bien. Nous, on a eu très peu de conséquences du confinement sur nos vies. Donc vraiment, on a été très très chanceux de ce côté-là. Mais moi, je ne faisais que apprendre des choses sur le climat. Et donc j'ai découvert la fresque du climat, je me suis fait former à l'animation, donc je suis devenue animatrice de la fresque du climat. Et attends, juste pour revenir en avant, tu disais tu te sentais très seule. C'est ça. Et en fait, pourquoi est-ce que je me suis fait former à l'animation ? C'est parce que moi, je parlais tout le temps de climat avec mes parents, mais je pouvais pas en parler avec mes amis. Mes amis étaient sur une autre planète. Vraiment, j'essayais d'aborder ces sujets-là, mais ils étaient comme moi 6 mois avant, ça les intéressait pas, et il fallait bien se rendre à l'évidence, ce sujet, il intéresse pas. Il y a des gens qui sont passionnés de base par la physique du climat, etc., et ceux-là, ils vont rentrer dans ces sujets très spontanément, mais moi, c'était pas mon truc, et mes amis, c'était pas leur truc non plus. Donc j'essayais d'en parler, et je me sentais pas spécialement écoutée, je commençais même à me sentir esseulée, parce que j'arrivais pas à parler d'autre chose, et j'étais tellement angoissée par ces sujets-là, que parler d'un autre sujet me paraissait mais complètement absurde. Parler de
je sais pas, oh là là, ce serait bien, faudrait faire les boutiques, j'en sais rien, ou alors viens, on va au cinéma pour aller voir tel film. Mais non, en fait, j'avais pas du tout envie. Moi, ce dont j'avais envie, c'était que mes amis, ils viennent à la maison et on regarde ensuite une conférence de 3 heures sur le changement climatique. Ça allait être bien. Ça, c'est une soirée productive, voilà. Et j'étais complètement déconnectée, en fait, de mes amis, parce que eux, ils étaient pas passionnés par ce sujet-là, et moi, soudainement, je parlais que de ça, et ça les saoulait. Ça les saoulait vraiment. Donc, je sentais le besoin de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu cette prise de conscience pour savoir comment eux le vivaient aujourd'hui et comment ils avaient pu garder leurs amis, par exemple, voilà, ou comment ils avaient pu trouver leur voie là-dedans, comment est-ce qu'ils vivaient ça, parce que je commençais à trouver ça difficile à porter, ce constat. Et le fait de porter ce constat et de se rendre compte que les gens s'en fichent, que beaucoup pensent savoir et ne savent pas, se retrouvent dans le même état que ce que je connaissais quelques mois avant, c'est quelque chose qui est effrayant. Et vraiment, ça me faisait peur. Donc, j'ai rejoint une association pour rencontrer d'autres personnes qui s'engagent. J'ai fait aussi une formation au campus de la transition qui s'appelle le T-Camp. Et j'ai vraiment fait cette formation non pas pour apprendre des choses initialement, mais vraiment pour rencontrer d'autres jeunes qui s'engagent. C'était une formation qui devait se dérouler en présentiel normalement, mais à cause du Covid, ça a été en ligne. Et même en ligne, ça a été extraordinaire pour moi de pouvoir parler et vraiment de me rendre compte qu'on a énormément de choses en commun sur le fait qu'on pensait savoir, qu'on a eu un choc, que maintenant on se sent en décalage avec le monde, qu'on veut s'engager et parfois qu'on a un surengagement aussi. On a tellement envie que les choses bougent vite. Il y a une urgence un genre d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et c'est compliqué de vivre avec ça et en parler avec d'autres personnes engagées. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a aidé à passer à l'action. Et passer à l'action, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus de bien. Parce que ne faire qu'apprendre, c'est entretenir les co-anxiétés. La boulimie d'infos, ça a duré 6 mois et j'ai rien fait en fait. J'étais tétanisée et je faisais que écouter encore des conférences de Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici, Philippe Biwix, Gaël Giraud, que sais-je, je te mettrai tous les liens. Mais tous ces gens-là, passionnants, mais je tournais en rond en fait. J'écoutais, je lisais, j'écoutais plus et j'agissais pas. Et finalement, via la fresque du climat, j'ai trouvé un moyen d'au moins faire un premier pas qui est faire passer le message. Parce que faire passer le message, je le faisais très très mal. J'essayais de le faire, J'essayais de secouer des potes par les épaules et de leur dire « Mais tu comprends pas ce qui se passe !» Non, ça marche pas. Ça frustre les gens ils ont pas envie de... Puis à une soirée d'anniversaire, on peut quand même parler d'autre chose. Voilà. Bah non, à une soirée d'anniversaire, il y a quand même le monde qui est en train de s'effondrer, là. Il faut quand même en parler. Donc j'étais vraiment en décalage avec le monde et avec le vrai monde, on va dire. Ce que je considère le monde d'avant, en fait, ma vie d'avant. Et la fresque du climat m'a permis de trouver un moyen d'en parler de manière plus posée, plus sympa peut-être, c'est participatif, c'est pas juste moi qui déverse mes angoisses au nez des personnes à qui je parle. C'est un atelier où je me sentais utile. J'ai commencé à en animer en ligne, puis en présentiel. J'ai commencé à beaucoup m'impliquer dans l'association et je me suis sentie très bien en le faisant parce que je me disais mais là je commence à faire quelque chose d'utile quoi. Parce que juste à lire des livres dans ma chambre en angoissant, ça c'est pas utile en fait. Ça ne fait rien changer du tout, sauf augmenter mon niveau d'angoisse. Donc ce qu'il faut c'est agir et ça c'était la première manière d'agir pour moi, ça a été animer des ateliers de la fresque du climat. Et quelque chose qui est super, c'est que ça a été un genre de cercle vertueux pour moi, la fresque du climat. Parce qu'autant j'ai parlé des cercles vicieux, là, avec les histoires de trucs de points de bascule dans le climat qui font que ça fait plus de gaz à effet de serre et ça boucle et du coup c'est terrible. Il y a aussi des cercles vertueux. Moi je l'ai senti dans ma vie après mon instant T. Ça a été que agir, certes pour des choses petites, me donnait de l'énergie pour agir plus. Et agir plus me donnait plus d'énergie pour agir encore plus, etc., etc. Et en étant proactive, en fait, en faisant un premier pas, j'ai vraiment trouvé de l'énergie pour faire plus grand, puis plus grand, puis plus grand. Et comment ça s'est passé ? J'ai levé la main, j'ai contacté l'association pour être ce qu'ils appellent référent local dans ma ville, de la fresque du climat. C'est des super bénévoles qui se disent ce serait quand même vachement bien de monter un réseau d'animateurs dans mon coin, et donc je lève la main, j'essaie de voir, je deviens formateur d'animateurs, je me débrouille, je trouve des salles, je contacte la mairie, enfin bref, qui font des démarches pour qu'il y ait des ateliers dans leur ville. Moi j'habitais à Tours, et j'ai essayé de voir s'il y avait des animateurs, il y en avait 2 ou 3, on n'était pas très nombreux, j'ai levé la main pour être référente, et en fait on s'est débrouillé, on a trouvé des salles, j'ai formé des animateurs. Aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure sur la conversation de Tours, on est 140.
Waouh. Donc, En 2 ans, même pas? En 2 ans, ouais. On est 140 animateurs sur la conversation, mais en vrai, on en a formé plus de 300 ou 400. Il y en a beaucoup qui sont pas forcément actifs. Mais c'est quand même quelque chose qui est c'est complètement exponentiel, quoi. Et donc, c'est parti du fait que j'ai contacté l'association et j'ai essayé de me débrouiller pour qu'il y ait des ateliers qui aient lieu chez moi. Et faire des ateliers comme ça a attiré peut-être des écoles d'ingénieurs à Tours, et du coup j'ai pu organiser des événements chez eux. Et après un événement à Polytech Tours par exemple, en fait l'université de Tours s'est intéressée à ça aussi. Et donc je me suis retrouvée à organiser un événement énorme pour l'université de Tours en très peu de temps, alors que initialement j'étais pas du tout experte du secteur, quoi. Et j'ai organisé un événement pour 5000 personnes pour l'université de Tours en septembre 2021. Il y a ce qu'on appelle une rentrée climat, donc 5000 personnes qui ont joué à la fresque du climat en même temps. Alors, bon, il s'avère que finalement, il y en a à peu près 1000 qui sont venus sur les 5000, mais on a quand même organisé quelque chose avec 300 animateurs formés qui étaient présents sur place dans 8 campus différents, une logistique à faire pâlir à n'importe qui. Et donc, on s'est retrouvés à organiser un truc énorme, alors que 1 an avant, on était 3, quoi. 1 an avant, on était 3 à Tours, à se faire un petit zoom et à se dire, on fait quoi? Et si on organisait une fresque? Oh là là, premier atelier à Tours, voilà. Et on se retrouvait avec des centaines de fresques en même temps, 275 fresques en même temps, à Tours, quoi. Voilà, à l'université. Donc ça allait très vite. C'était des projets qui me donnaient encore plus d'énergie parce que je me rendais compte que ça prenait, en fait. Et beaucoup de gens revenaient vers moi, voulaient se faire former à l'animation. On sentait vraiment une dynamique qui est très forte dans cette association-là. Et par la suite, j'ai été contactée par l'auteur du jeu La Fresque du Climat, et maintenant je travaille pour lui. Donc je travaille dans son cabinet de conseil qui s'appelle Blue Choice, et mon travail, c'est de faire des déploiements de La Fresque du Climat dans les entreprises. Donc c'est faire des ateliers d'abord, et ensuite ceux qui lèvent la main pour être animateurs, parce qu'ils se rendent compte de l'urgence, qu'ils ont envie eux-mêmes de se faire former à l'animation pour faciliter cet atelier-là auprès de leurs collègues, on les forme à l'animation sur une journée, et après on gère la communauté avec eux, on va les accompagner sur leurs premières animations pour qu'ils n'aient pas trop peur, on est avec eux, on leur donne des coups de pouce, etc. Et le but, c'est vraiment de les pousser vers l'autonomie le plus vite possible, parce qu'en fait on n'a pas le temps, nous, d'animer tous les ateliers du monde. Il va falloir que plus de monde devienne animateur, fasse passer le message, et ce message-là, il est tellement important qu'il faut le faire passer très vite et de manière qualitative. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire des déploiements de cet atelier-là dans les entreprises, et ça marche pour tout le monde. Ça marche dans les écoles primaires, ça marche dans les entreprises, ça marche auprès des collectivités locales. Enfin, cet atelier se déploie partout. Et voilà, mon métier aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me sens très très alignée dans ce que je fais. Vraiment, je changerais de job pour rien au monde. Enfin, je me trouve très alignée, je me sens compétente dans ce que je fais, je me sens utile. C'est un sujet qui aujourd'hui me passionne, mais l'éco-anxiété, elle est toujours là. Elle est toujours là parce que tous les jours, je parle à des personnes de plus en plus haut placées, et ces personnes ne connaissent pas les enjeux. Et là, j'insiste, l'immense majorité de la population ne connaît pas le problème. En fait, j'invite n'importe qui à faire le test de l'ère glaciaire. À demander, dis donc, tu connais l'ère glaciaire, tu connais l'âge de glace, le film L'âge de glace, c'est rigolo, il y a des mammouths, machin. À ton avis, il y a combien de degrés de différence? Et vous allez bien voir que les gens vont vous dire 20 degrés, 30 degrés, 50 degrés. Et non, retenez, ça n'est que 4 ou 5 degrés. Et donc, regardons l'accord de Paris un peu différemment. Quand on parle de 2 degrés en 2100, ça veut dire beaucoup et dans très peu de temps. Ça veut pas dire juste une broutille. Mais l'éco-anxiété, elle est encore là parce que je croise des gens qui sont censés être au courant. Des personnes qui travaillent en RSE, des personnes qui sont parfois très engagées. Et ça me fascine d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont très très engagées contre le changement climatique, qui en fait comprennent pas le problème. C'est quand même dingue. Juste en connaissant 10% du problème, ils ont réussi à travailler là-dedans, à trouver du sens dans ce qu'ils font. Alors parfois, ils n'ont pas les ordres de grandeur en tête. Ils vont dire, on va supprimer ces mails, on va mettre une poubelle de tri, etc. Et ils pensent que ça suffit. Pas du tout. Pour vraiment diminuer son empreinte carbone, il y a quelques petites choses à faire. On prend plus l'avion, on mange plus de viande rouge, on limite la voiture. En fait, moins d'avions, moins de viande rouge, moins de voitures, et après on se débrouille peut-être pour isoler sa maison, chauffer moins, mettre des pulls l'hiver, enfin bref, ce genre de choses. Mais vraiment, il y a quelques petites actions qui ont beaucoup plus d'impact que tout ce qu'on pourrait imaginer sur on va trier ses mails, on va éteindre la wifi en partant en vacances, on va éteindre la lumière, mettre des ampoules basse consommation. Ça, c'est des choses qui sont du symbole, c'est très symbolique, et je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais c'est des choses qui en fait ne diminuent que très peu les émissions de gaz à effet de serre. Si on veut diminuer son empreinte carbone, il faut limiter la consommation de viande rouge, limiter l'avion.
En fait, à vrai dire, s'il y a 2 choses à retenir, c'est ça. Moins de bœuf, moins d'avion. Ok, c'est vraiment les 2 choses principales qui ont le plus d'impact. En fait, la 3e action, prendre moins d'avion, prendre moins de bœuf. Et la 3e, c'est, pour en savoir plus, calculer son empreinte carbone. C'est se former, c'est se renseigner. Parce que quoi qu'il arrive, partons du principe qu'on connaît pas le problème. Voilà. On a tendance à souvent surestimer son niveau de connaissance sur ces enjeux-là. Moi, ça m'est arrivé et ça arrive à plein de mes amis et je le vois tous les jours en entreprise, beaucoup de personnes qui arrivent un peu en traînant des pieds à un atelier en disant « Oh là, ça dure 3 heures, c'est bon le climat, on en entend parler tout le temps ». Mais on confond 2 choses, c'est entendre parler souvent d'un problème et comprendre ce problème. Les médias aujourd'hui parlent énormément de changement climatique, c'est un fait, on entend tout le temps parler de changement climatique et heureusement, on va dire, il était temps quand même qu'on en entende parler, mais on entend parler de 2 degrés en 2100. Et c'est pas pour autant qu'on va comprendre ce que ça veut dire 2 degrés en 2100. Donc tant qu'il n'y a pas de la pédagogie faite sur les grandes chaînes, faite dans les grands médias, etc., tant qu'il n'y a pas une pédagogie pour expliquer la réalité derrière les chiffres, eh bien, l'immense majorité de la population pensera comprendre le problème sans réellement le comprendre. Donc ça, c'est un peu un piège. Et toi, aujourd'hui, du coup, tu es entourée, parce que tu disais avec tes amis, du coup, il y avait un énorme décalage. Aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as réussi à leur transmettre tes connaissances et leur faire prendre cette prise de conscience? Est-ce que tu t'es tournée vers de nouveaux amis? Comment est-ce que tu te situes dans ta vie aussi perso à ce niveau-là? Ça, c'est un sujet compliqué, parce que ma prise de conscience, elle est encore très récente, hein, elle date d'il y a 2 ans et demi, 3 ans, bientôt. C'est très récent et pourtant ça a suffi, bon, il y avait le Covid au milieu, ça a suffi pour que je perde contact avec beaucoup de monde. J'ai vraiment perdu contact parce que c'était dur en fait. C'est dur de se confronter à des personnes qui pensent connaître le sujet et qui en fait n'en connaissent rien et qui du coup finalement vont me voir comme une écolo radicale qui mange plus de viande, qui essaie d'être végane, qui essaie de réduire ses déchets, qui ne prend plus l'avion, etc. Et ce décalage, il est inconfortable. Voilà, il est inconfortable pour moi, peut-être un peu aussi pour eux, non, plus pour moi j'imagine. Mais du coup, moi, de moi-même, je me suis écartée de pas mal de monde. J'aimerais, en fait, aujourd'hui, je me dis que je suis un peu trop dans une bulle. Mes nouveaux amis, ça va être la fresque du climat. Mon travail, c'est la fresque du climat. Mes collègues, c'est la fresque du climat. Et c'est des personnes que j'apprécie énormément parce qu'on est très alignés. On sait, quand on parle à ces personnes-là, dans leurs yeux, on sait qu'ils connaissent les enjeux dont on parle. Et ça fait du bien de savoir que la personne en face sait de quoi on parle parce que c'est terrifiant. Et en fait, je me retrouve complètement enfermée dans une bulle. Mes réseaux sociaux, y a une chambre d'écho qui fait que j'ai l'impression que tout le monde est écolo, LinkedIn, tout le monde est écolo, enfin, voilà, c'est vraiment tout le monde est écolo autour de moi parce que soit il y a des personnes que j'ai fresquées, ma famille est très sensibilisée, ils l'étaient avant moi, mais après, à vrai dire, mes autres amis, ils sont beaucoup moins présents finalement dans mes fils de réseaux sociaux que toutes mes nouvelles relations qui eux sont très engagées. Donc je suis dans une bulle en fait. Mais après, quitte à ce que, tu vois, toi, tu as eu cette prise de conscience, du coup, il y a 2 ans et demi. Il a fallu ce temps, cette réflexion. Tu sais pas si, dans quelques années, quelques mois, t'auras pas justement ces anciens amis qui, au fur et à mesure, auront cette prise de conscience. Et tu seras sûrement, je pense, une des premières personnes qui vont se dire « Faut que je parle à Aline, elle avait compris. » Et peut-être que, tu vois, le lien se refera par cette prise de conscience future. Enfin, on sait pas, mais on l'espère, tu vois. Oui, alors absolument. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé avec ma cousine qui est dans la chambre juste à côté. Dans les backstage. Parce que, voilà, dans les coulisses. Qui m'a fait la fresque du climat, du coup. Voilà, parce que, ma cousine, Ombline, je pense pas qu'elle était spécialement sensibilisée quand moi, j'ai eu cette prise de conscience. Mais j'ai commencé à en parler avec elle. Il s'avère que autant les amis on peut ne plus les voir, autant la famille on finit bien par les recroiser. Donc j'ai fini, voilà, et zut. Mais bon, il s'avère que Ombline, je lui en ai parlé et ça l'a intéressée et aujourd'hui elle est animatrice de la fresque du climat et je l'ai vraiment sentie évoluer ces derniers mois et elle pourra peut-être confirmer, mais c'est-à-dire que elle s'est beaucoup tournée vers moi, en fait, dans sa transition, même pour parler d'éco-anxiété, etc., du décalage qu'elle sentait, elle, pour le coup, avec parfois ses frères et sœurs, avec ses amis, etc. Je l'ai vécu aussi. Et donc, c'était chouette, en fait, de me rendre compte que je pouvais être un soutien pour elle, parce que c'est des sujets qui sont difficiles à porter, et ce décalage, il est difficile à vivre. Donc, j'ai senti qu'on a créé un lien très fort, parce qu'on est conscient de ces enjeux-là, et j'invite toutes les personnes de qui j'étais très proche jusqu'à il y a 2 ans, finalement, s'ils ont envie de parler de ces sujets-là, vraiment
à venir toquer à ma porte parce que moi, c'est des sujets, je suis passée par là en fait. La prise de conscience, je l'ai vécu, c'est pas facile et j'ai commencé à aller mieux quand j'ai commencé à en parler à d'autres personnes engagées. Prendre conscience de ça et rester tout seul chez soi à regarder des conférences, c'est être malade en fait. Moi, je l'ai vécu, boulimie informationnelle, vraiment. C'était une période très instable de ma vie où je ne faisais rien en fait. J'étais complètement tétanisée et on n'a pas le temps d'avoir toutes les personnes qui prennent conscience qui perdent 6 mois. On n'a pas le temps. Il faut agir très vite, de manière impactante et donc il va falloir que toutes les personnes qui prennent conscience, elles agissent rapidement et donc qu'elles communiquent, qu'elles disent si elles se sentent pas bien, qu'elles trouvent des gens à qui en parler, etc. Et il y a des choses qui s'organisent dans les associations, il y a des psychologues qui deviennent spécialisés là-dedans. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui pour que les gens soient pas tétanisés par ce sujet-là. Et donc, j'invite n'importe qui à en parler s'ils se sentent pas bien. C'est normal, déjà. C'est normal. C'est un signe de bonne santé que de se sentir mal dans une société malade. Je crois que c'est un truc comme ça. Il y a une citation là-dessus. En tout cas, moi, je dirais c'est un signe de bonne santé mentale que d'être effrayé par des enjeux pareils. C'est une bonne nouvelle, en fait. Bravo, vous n'êtes pas une personne dénuée de sentiments. Voilà. C'est tout à fait normal d'avoir peur, d'être en colère. Peut-être de ressentir de l'enthousiasme aussi, parce qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses qui bougent. Vous pouvez ressentir de l'enthousiasme aussi. Moi, ça m'arrive très souvent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir, parce que les choses bougent, parce que je vois que depuis 2 ans, les choses sont pas du tout les mêmes, voilà, les choses changent vraiment. C'est un sujet qui est partout. Il faut que ça aille encore plus vite. J'ai pas encore perdu espoir. Peut-être qu'un jour ça arrivera, j'espère pas. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Est-ce que tu souhaites rajouter... De toute façon, tu vas m'envoyer des sources que je pourrais mettre dans la description du podcast et sur YouTube. Donc, que les personnes comme ça pourront s'informer. Si jamais vous êtes curieux, vous voulez aller plus loin, parce que vous vous rendez compte que vous-même, finalement, vous ne savez pas trop le pourquoi du comment et qu'est-ce que le réchauffement climatique. Et ensuite, du coup... peut-être des contacts aussi pour en parler, je sais pas, des associations ou voilà, pour ceux qui veulent aller aussi plus loin à ce niveau-là. Est-ce que tu souhaites rajouter un message, quelque chose avant de finir, une citation, un livre, quelque chose, voilà, pour finir le podcast, pour permettre peut-être une touche d'espoir et montrer que voilà, on peut, si on en prend conscience et qu'on est de plus en plus, en tout cas, aller dans ce lien. On pourra en tout cas faire de notre mieux pour le limiter ce réchauffement et faire en sorte de stopper les choses. Je pourrais encore parler 1 heure, donc je vais essayer d'être courte. Globalement, moi, quelque chose sur lequel j'aimerais bien insister juste sur la fin, c'est la première chose, bien sûr, c'est formez-vous à ces enjeux-là. Ayez l'humilité de douter de vos connaissances sur ces sujets-là. Voilà. Ça peut vous prendre 3 heures, mais ça peut changer votre vie. Peut-être qu'en fait vous connaîtrez déjà tout et dans ce cas tant mieux, voilà, vous êtes déjà très conscient et bravo. Peut-être qu'en fait non, il y a peut-être des choses qui vont vous étonner. Regardez à quoi peut ressembler un monde à plus 5 degrés. C'est pas du tout un monde où on va plus à la piscine. C'est vraiment un monde où il y a des milliards de personnes qui doivent bouger. C'est un monde qui est en guerre. C'est un monde en guerre mondiale. Des milliards de personnes qui bougent. C'est beaucoup trop soudain, c'est très violent. Donc regardons la réalité en face, regardons ce qu'on veut éviter et ensuite agissez. Et pour agir et pour passer le message, essayons d'en parler, non pas en faisant peur à tout le monde, c'est important que le constat soit mis, mais derrière, faisons rêver les gens avec des imaginaires positifs. Qu'est-ce qu'on a à gagner à changer ? C'est pas juste on va éviter des massacres. C'est aussi qu'est-ce que j'ai à gagner dans une vie bas carbone, qu'est-ce qui me fait rêver là-dedans, en quoi ça me donne envie. Il y a plein de choses. Si je veux arrêter la viande rouge, peut-être que je vais découvrir des super plats indiens. Moi j'adore manger indien, je trouve ça super bon, c'est savoureux, il y a plein d'épices, voilà. Il y a un Indien sur 3 dans le monde qui est végétarien. Donc il y a plein de choses certes en France on a peut-être moins de plats qui sont sans viande et sans fromage, mais en fait il y a plein de choses qui existent déjà dans le monde qui sont des solutions qui donnent envie aussi, et en les rajoutant dans notre vie, on va se rajouter de la joie, on va peut-être se libérer du temps en travaillant peut-être un peu moins, peut-être qu'on va travailler moins et prendre plus le temps de voyager en voyageant à pied, en voyageant à vélo, en voyageant en train et pas en se téléportant avec un avion à l'autre bout du monde. Il y a plein de choses qui sont désirables aussi dans un monde bas carbone, et quand vous en parlez autour de vous, essayez de vous raccrocher à ça. Dans tous les changements que vous allez mettre en place dans votre vie, essayez de trouver ce que ça vous a apporté, comment vous allez pouvoir présenter ça sous un côté positif à d'autres personnes, parce que si on parle que d'écologie punitive, de limiter l'avion, de réduire la viande, tout ça c'est des choses qui font pas envie. Montrons l'alternative désirable derrière ça,
Et ensuite, en fait, tout le monde va vous suivre, vous allez le voir. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton parcours, et j'espère que ce podcast fera réfléchir, que peut-être ça fera permettre des prises de conscience, ou en tout cas la curiosité d'aller un petit peu plus loin. Donc je te remercie d'avoir participé et d'avoir témoigné avec ton histoire. Merci Lucie. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Et merci à Aline pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Si vous avez une histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre ça ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instant T Podcast et à bientôt pour le prochain épisode.